La Russie, dans le plus grand secret, a lancé dans l'espace les premiers satellites du système Razvet, que la presse qualifie d'analogue à Starlink. Cette comparaison est-elle correcte ? Pourquoi la Russie a-t-elle choisi sa propre voie et comment les conflits actuels ont-ils influencé cette décision ? Quand aurons-nous un accès à Internet indépendant des fournisseurs étrangers dans nos avions, nos trains et surtout dans nos forces armées ? Quels autres événements spatiaux importants ont marqué la semaine ? Nous en parlerons, ainsi que du nouveau héros, après un bref résumé des bonnes nouvelles. Le lanceur Soyouz 2.1A a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour. Un nouveau lot de systèmes de missiles et de canons anti-aériens Pantsir-S a été livré aux troupes. Dans la région de Samara, 3 cargos du projet RSD-34L ont été mis sur cale. Dans la région de Sverdlovsk, une usine de produits en titane a été inaugurée. À Kemerovo, une usine de production de bioprothèses de valves cardiaques pour la chirurgie a été ouverte. Dans la région de Smolensk, il y a une usine de transformation du lin, et à Ulianovo, une production de sièges automobiles. Dans la région d'Astrakhan, il y a une production de matériaux tissés synthétiques. À Dubna, une production de cosmétiques. Dans la région de Moscou, une production alimentaire. Les dernières semaines en Russie ont été riches en événements spatiaux. Dimanche, depuis le site numéro 31 du cosmodrome de Baïkonour, la fusée porteuse Soyouz 2.1A avec le vaisseau cargo Progress MS-33 a décollé avec succès. Ce lancement a été le premier après la rénovation du site. Rappelons qu'à l'automne dernier, à la suite d'un accident, la cabine de maintenance a été mise hors service et le pays a temporairement perdu l'accès à l'ISS. Mais malgré de nombreuses prédictions pessimistes sur Internet, nous avions déjà dit à l'époque que la panne serait rapidement réparée. C'est exactement ce qui s'est passé. Les ingénieurs et constructeurs russes ont accompli un véritable exploit en restaurant très rapidement le site dans des conditions météorologiques extrêmement difficiles, ce que le lancement de la fusée a confirmé. Cependant, après que le vaisseau cargo Progress a été lancé dans l'espace, un autre problème est survenu. L'une de ses antennes ne s'est pas déployée, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas s'amarrer automatiquement à l'ISS. Dans ce cas, un amarrage manuel est prévu, où le cosmonaute à bord de la station prend le contrôle et guide soigneusement l'appareil. Bien que de telles actions soient constamment pratiquées sur des simulateurs, le processus lui-même exige des nerfs d'acier et une précision digne d'un joaillier. Le cosmonaute russe Sergei Koud-Zverchkov a tout réalisé avec une grande finesse, et le 24 mars, Progress s'est amarré à l'ISS, livrant à son bord plus de 3 tonnes de fret, y compris de la nourriture, du carburant et du matériel pour les travaux scientifiques. L'événement le plus marquant de la semaine a été la mise en orbite des premiers satellites du système Razvet, attendu depuis longtemps par l'armée russe, et pas seulement. Mardi, la société Bureau 1440 qui s'occupe du système Razvet a annoncé la mise en orbite de 16 satellites. Il n'est toujours pas tout à fait clair quelle fusée exactement les a placés en orbite, car le lancement n'a pas été officiellement annoncé, mais il semble qu'il ait eu lieu depuis le cosmodrome militaire de Plesetsk. La société Bureau 1440 porte ce nom en l'honneur du nombre de révolutions autour de la Terre effectuées par le premier satellite soviétique. Et c'est la première entreprise privée nationale du secteur satellitaire à démontrer de véritables succès. En 2023, elle a mis en orbite 3 appareils de test du système, puis 3 autres, puis a réussi à tester la transmission de données entre eux. En 2024, elle a créé ses propres terminaux de communication laser. Et ce qui s'est passé cette semaine n'est plus un test, mais le début de la mise en place du système Razvet. Au total, elle sera composée de 383 appareils d'ici 2030 et par la suite, il est possible qu'elle s'étende à près de 1000 satellites. Leur production en série est déjà en cours, donc nous devrions voir de nombreux nouveaux lancements dans un avenir proche. Les satellites sont équipés d'un système de communication basé sur l'architecture 5G NTN, d'un système d'alimentation modernisé, de terminaux de communication laser intersatellites de nouvelle génération et d'un propulseur à plasma pour les manœuvres.
Il est important de noter que lors de la conception, l'idée de la production en série et de la localisation du développement de tous les composants critiques a été intégrée dès le départ dans les appareils. Cela a permis d'éviter une situation typique de notre secteur spatial, où un appareil unique et coûteux doit être pratiquement entièrement repensé pour chaque nouvel exemplaire. On s'attend à ce que Razvet devienne un système de communication souverain en orbite basse, capable de fournir un accès à Internet dans le monde entier, y compris pour les transports, les trains et les avions. Et c'est pour cette raison que la presse l'appelle souvent l'analogue russe de Starlink. Voyons si c'est vraiment le cas. À en juger par les fonctionnalités, les systèmes sont similaires. Les satellites sont placés en orbite basse. Ils se transmettent des informations grâce à une liaison laser et pour recevoir leur signal sur Terre, l'utilisateur doit posséder un terminal spécial. Le bureau 1440 dispose d'un terminal de sa propre conception, mais il était pour l'instant plus lourd et plus encombrant que celui de Starlink. Cependant, le système présente une différence fondamentale qui rend les analogies assez approximatives. L'idéologie de la conception de Starlink repose sur une constellation à couverture mondiale, axée sur le lancement continu de nouveaux satellites pour remplacer ceux qui quittent l'orbite et sur la vente de millions de terminaux d'abonnés à travers le monde. Razvet est un système de communication souverain russe conçu pour offrir au pays un accès à Internet indépendant des fournisseurs étrangers. En conséquence, Starlink, grâce à la production de masse, peut lancer des milliers de satellites et vendre ses services à un prix relativement bas. Et Razvet maintient en orbite exactement le nombre d'appareils nécessaires pour couvrir en priorité le territoire russe. Et ces services coûteront probablement relativement cher. Mais cela signifie-t-il que Razvet n'est manifestement pas compétitif et que Starlink, ainsi que son équivalent britannique plus modeste, le système OneWeb, ont définitivement pris place au sommet de la pyramide économique ? Jusqu'à récemment, il semblait que c'était le cas. Mais la guerre a tout changé. Et Starlink comme OneWeb ne sont plus des systèmes mondiaux. Starlink a rejoint les sanctions contre la Russie, bloque les terminaux des militaires russes, mais pas ceux de nos adversaires. OneWeb ne fonctionne plus non plus sur le marché russe depuis 2022. En Iran, Starlink est interdit. Dans certains pays d'Afrique, y compris l'Afrique du Sud, ainsi qu'au Pakistan, les gouvernements ne délivrent pas de licence, exigeant de la transparence. Même l'Arabie saoudite ne se hâte pas d'autoriser Starlink. En général, de plus en plus de pays comprennent qu'un système incontrôlé peut être utilisé contre eux. Ce n'est pas pour rien qu'Elon Musk lui-même, à la veille de l'invasion de l'Iran, se vantait que son Internet par satellite alimentait des manifestations de masse. Après cela, les autorités iraniennes ont interdit Starlink et commencé à traquer ses terminaux. Alors, cela vaut-il la peine de sacrifier sa sécurité pour un Internet américain bon marché ? Et n'est-il pas préférable d'avoir son propre système, même s'il est plus cher et moins global ? Cette question ne se pose pas seulement en Russie. La Chine construit activement 2 de ses propres systèmes, et d'ailleurs Starlink et OneWeb y sont également totalement interdits. Certains diront qu'Internet souverain n'est nécessaire qu'aux régimes non démocratiques. Ce n'est plus du tout le cas depuis longtemps. Les Canadiens prévoient donc de commencer à déployer leur propre système souverain Telesat Lightspeed à la fin de cette année pour le gouvernement, les militaires et les services d'urgence en mettant l'accent sur la communication dans la région arctique. En Europe si possible. Mais je pense que pour la partie dans la négociation, cela sonnait. Mais je pense que c'est possible. Un éminent scientifique commencera non seulement à avoir un accès garanti à Internet, mais aussi à le contrôler. Cependant, tout le monde ne peut pas se le permettre, ce qui crée une situation très intéressante. Plus il y a de systèmes souverains qui apparaissent dans le monde, plus la part des géants comme Starlink diminue. Plus ces géants utilisent leurs services comme une arme politique, moins il y a de gens qui souhaitent traiter avec eux. Ainsi, le monde se divise en secteurs et l'aube russe aura toutes les chances de dépasser les frontières géographiques.
Les pays de la CEI, l'Afrique, l'Iran et d'autres encore, en choisissant entre l'infrastructure chinoise, européenne ou américaine, pourraient très bien rejoindre la nôtre. Nous avons ainsi toutes les perspectives de développement futur. C'est formidable que les premiers satellites de la constellation ne soient plus dans des expositions ou laboratoires, mais déjà en orbite. Nous vous tiendrons informés des événements. En attendant, regardez la photo de notre planète. Ceci, c'est la première image prise par le satellite Electrol numéro 5 que nous avons lancé depuis Baïkonour le 12 février. Récemment, il a atteint avec succès le point prévu sur l'orbite géostationnaire à une altitude d'environ 36 000 km au-dessus de l'équateur. Nous lui souhaitons un bon fonctionnement.